Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France. Michel Picot sur BFM Business. Bienvenue dans le Business Club de France. Dans un instant, nous nous intéresserons au site aramisauto.com. Le distributeur automobile, véhicules neufs et occasion vient d'ouvrir une usine de reconditionnement de voitures d'occasion dans la Drôme. 80 emplois ont été ou vont être créés. Après l'auto, la moto avec Motoblues, leader français de vente d'équipements et accessoires pour moto et scooters en ligne. Ils ont connu un joli buzz en début d'année avec le casque que portait François Hollande dans l'affaire Hollande-Gaillet. Son casque venait de Motoblues et vous verrez quelle retombée a eu cette affaire. C'est spectaculaire pour le site. Du son et du beau son avec Devialet, une technologie unique au monde et un design parfait pour leurs amplificateurs. Nous irons chez eux et nous continuerons cette discussion sur l'importance du design dans l'industrie. Enfin, du plastique 100% végétal à base d'algues, c'est un matériau révolutionnaire que nous découvrirons à la fin de ce 282e numéro du Business Club de France. Ils avaient lancé leur site marchand, c'était, je crois, le 21 septembre 2001. Souvenez-vous de cette année terrible, 10 jours après le traumatisme mondial. Pourtant, ils ont osé, ils ont persévéré. Ils ont osé vendre des voitures neuves sur Internet. À cette époque-là, il y avait aussi la bulle Internet. Ça devait pas être très très simple. Mais je vais vous donner trois chiffres d'affaires. En 2011, 183 millions. En 2012, 268. Et en 2013, 330 millions. Je veux parler d'aramisauto.com. Guillaume Paoli, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur de ce site de vente. Je suis remonté très loin dans l'histoire volontairement. Mais j'imagine quand vous avez lancé votre site, 10 jours après le drame du World Trade Center, vous vous êtes dit, on n'y arrivera pas. Ça a dû être dur, non? Alors on s'est pas dit on n'y arrivera pas, sinon ça aurait été vraiment compliqué. Mais on s'est rendu compte que ça allait être difficile et du coup on est rentré directement dans le vif du sujet. On n'a pas perdu de temps à essayer de lever des fonds ou à essayer d'aller voir des banquiers. On est allé directement dans le vif du sujet à vendre des voitures sur Internet et au téléphone et voilà. Ouais, il fallait s'accrocher. Ben, vous avez raison, hein, parce qu'aujourd'hui le chiffre est exceptionnel. Juste un mot quand même sur aramisauto.com. Ce n'est pas un concessionnaire, mais un distributeur, c'est ça? On peut dire ça comme ça? Alors nous, on se présente comme un distributeur, ouais. Un nouveau type de distributeur, c'est-à-dire qu'on vend des voitures sur Internet, au téléphone et dans notre réseau de points de vente. On a 25 points de vente en France qui ressemblent à des concessions, si vous voulez, mais c'est des employés de la société. C'est pas des franchises, voilà. C'est une société intégrée. Combien de voitures vendues en moyenne? Alors, ça dépend des années, vous me direz. Alors, on est en croissance depuis le début. L'année dernière, on a vendu 20 000 voitures à particuliers et 10 000 voitures à professionnels. D'accord. Voitures neuves essentiellement? Alors, on arrive maintenant à un mix 50-50 entre les voitures neuves et les voitures d'occasion. On va parler parce que vous êtes rapprochés et vous allez vous renforcer dans le marché de l'occasion. Mais restons sur les voitures neuves, si vous le voulez bien. Vous avez publié une étude en début de semaine sur ces Français qui... Bon, d'accord, il y a la crise, ils achètent peut-être moins de voitures neuves, ça, faut l'admettre. Mais en revanche, ce qui m'a intéressé, c'est qu'ils veulent des voitures réellement fabriquées en France, quitte à acheter une marque étrangère. Moi, ça m'a surpris. Alors, nous, en tant que distributeur multimarque, tous les ans, on demande aux Français, on essaie de voir quelles relations les Français entretiennent avec l'automobile. Et un des enseignements de l'étude cette année, c'est que, justement, ils ont bien compris qu'il y avait une différence entre marque française et voiture fabriquée en France. Et du coup, à 74%, ils nous disent, voilà, nous, on veut acheter une voiture, mais fabriquée en France, plutôt qu'une voiture française mais fabriquée à l'étranger. Ouais. C'est compliqué de savoir qu'une voiture est fabriquée totalement en France. Alors, c'est compliqué. En même temps, on a été assez surpris de voir que les gens le savent. Ils savent qu'une 308 est fabriquée en France. Ils savent qu'une Dacia est fabriquée à l'étranger. Ils savent qu'une Yaris est fabriquée en France. Ils savent à peu près où les voitures sont fabriquées. Alors, à peu près. Ouais. Ça veut dire aussi que lorsqu'un constructeur annonce, et je crois que c'était le cas de PSA récemment, de vouloir délocaliser une partie de la production de la C3, si je me trompe pas, ça peut jouer contre lui finalement sur le marché national? En partie. Après, les critères principaux de choix d'une automobile, ça reste le prix et la consommation. Ce sont des choses très pragmatiques, très tangibles, mais ça joue un petit peu contre lui. En même temps, y a-t-il une autre solution ? Je ne sais pas. Ouais, non, c'est clair. Mais enfin, moi, ça doit faire plaisir à tous qui veulent qu'on achète du Made in France. Il y a d'autres enseignements sur cette étude qui vous ont marqué? Alors oui, parce que depuis des années, on était sur une tendance où la voiture est considérée plus comme une commodité qu'un objet plaisir. Et là, cette année, on a un petit regain d'intérêt pour l'objet automobile. Et nous, on l'interprète de la façon suivante. Il y a des lancements qui ont été plutôt réussis de la part des constructeurs français, qui sont très visibles. Le Capture, la 2008. Et on a une communication un peu plus positive depuis quelques mois sur l'automobile, avec
la Google Car, la voiture connectée. Enfin, c'est un peu plus positif que les années précédentes. Ouais. Pour autant, il se vend pas plus de voitures qu'avant. C'est vrai qu'on est dans un contexte un peu tendu, quoi qu'il en dise. Le marché de l'occasion, lui, est-ce qu'il reprend des couleurs du coup? Alors, le marché des voitures neuves est historiquement bas. Au mois de mai, là, on n'a pas vendu plus de voitures qu'il y a 15 ans. C'est pour ça, oui. Donc, ouais. Le marché de la voiture d'occasion est stable, donc quelque part, il se porte bien. Il est à +2, -2, enfin, c'est un très 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 gros marché, très stable et où on pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors justement, on va en parler de cette stratégie puisque vous renforcez votre positionnement sur le marché de l'occasion. Votre pari, prix bas, excellence mécanique, garantie inégalée. Comment faites-vous ou comment allez-vous faire ? Alors justement, nous, on s'est intéressé à ce marché du véhicule d'occasion parce que c'est un marché immense et on trouve qu'il est assez mal adressé par la distribution en place. Donc on a essayé de résoudre l'équation, comment proposer des prix bas, qui est notre ADN, et en même temps un produit de très bonne qualité, voire supérieur à ce qu'on peut trouver ailleurs. Et la solution qu'on a trouvée, c'était d'industrialiser le processus de reconditionnement des voitures, c'est-à-dire les faire renaître, entre guillemets. On les passe dans notre usine, dans une de nos usines de reconditionnement, où elles vont suivre tout un processus industriel, expertise, révision mécanique, révision carrosserie, etc., etc. Il y a tout un tas d'étapes, ce qui nous permet d'abaisser les coûts et de sortir un produit de qualité. Mais enfin, une voiture d'occasion que vous allez récupérer, elle a quand même un certain prix de marché, Argus ou pas d'ailleurs. Comment vous arrivez encore à baisser les prix tout en la transformant dans vos usines pour qu'elle soit, vous parlez d'excellence mécanique. Alors, comment est-ce qu'on arrive à résoudre l'équation là ? L'équation, on rachète les voitures à des particuliers ou à des professionnels de l'automobile à un prix déterminé qui correspond au prix auquel on va pouvoir revendre la voiture, moins les coûts qu'on va être obligé d'affecter à la voiture. Et évidemment, une marge commerciale. Donc, on essaie de racheter les voitures le moins cher possible, mais moins cher que moins cher, ça marche pas. Il y a un moment, il faut être dans le marché et de vendre les voitures d'occasion au prix du marché. Ouais. Alors, cette usine, vous en parliez tout à l'heure, c'est l'usine de Donzère, dans la Drôme, qui vient d'ouvrir, si je me trompe pas. C'est la création de 80 postes oui, c'est ça. à terme, c'est ça. C'est ça. Ça veut dire que cette usine va traiter combien de voitures ? Quel est l'objectif ? Parce que c'est la première que vous ouvrez. Alors c'est la première qu'on ouvre. On a des partenaires qui ont des gros ateliers avec lesquels on travaille, mais c'est la première qu'on ouvre et en vitesse de croisière, on sera à 9 ou 10 000 voitures par an. Cette année, on va être plutôt à 2500, 3000 voitures. Ouais. Ça veut dire que vous croyez vraiment au marché de l'occasion ? Vous pensez qu'il va se développer encore, qu'il va se renforcer, mais avec une exigence supplémentaire des Français, c'est-à-dire avoir des voitures d'excellente qualité ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à il y a quelques années, les Français ont compris que les voitures d'occasion, il y a eu d'énormes progrès sur la fiabilité des voitures. Donc, acheter une voiture d'occasion, c'est plus tabou pour une certaine frange de la population. Et en plus, la voiture devenant plus une commodité qu'auparavant, on va être plus à la recherche d'une solution de mobilité que sur un objet iconique. Donc, la voiture d'occasion, dans certains cas, peut correspondre vraiment de façon intéressante aux besoins des consommateurs. Ouais. Au final, ça veut dire quoi ? Vos prix seront moins chers de combien lorsqu'on voudra acheter éventuellement un véhicule d'occasion chez vous ? Alors nous, notre pari, c'est de vendre les voitures au prix de marché, c'est-à-dire que chez nous, les prix sont nets, il n'y a pas de négociation, c'est le bon prix tout de suite. De vendre le véhicule au prix de marché, mais avec un produit de meilleure qualité. Oui. Donc c'est le pari et on sent que ça commence à prendre. Oui. Tiens, je vous ai pas demandé pourquoi Donzère. Alors, en fait, c'est un hasard ? Pas tout à fait. On cherchait un site entre Lyon et Marseille où on a une forte implantation commerciale. On s'est mis à la recherche d'une usine, ou plutôt d'un terrain où bâtir une usine. On s'est rendu compte que c'était assez compliqué, malheureusement, de créer une usine ex nihilo, que c'était très 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 long avec toutes les autorisations administratives nécessaires. Et du coup, on a préféré racheter un site déjà existant qu'on a réaménagé ensuite. Et il se trouve qu'il était à Donzère. Voilà, donc ce qui va vous permettre de vous renforcer un peu plus dans la région ? Exactement. Ah ouais, donc voilà. Et en plus, c'est un site qui est près de l'autoroute, donc c'est très très facile d'un point de vue logistique. Ça veut dire quoi ? De nouveaux points de vente autour de Donzère ? Alors, on est en train d'en sud-est pour à Donzère, c'est pas prévu pour l'instant, mais on est en train d'ouvrir dans la région lyonnaise et dans la région PACA. Et pour nous, avec l'autoroute, c'est très simple de ramener les voitures là-bas. Ah, c'est clair. Alors, l'usine de Donzère est équipée avec du matériel dernier cri, et vous dites qu'elle devrait servir de modèle finalement, peut-être à une deuxième usine qui pourrait être implantée, elle, cette fois-ci
aussi en région parisienne. Alors pour soutenir la croissance de nos ventes de véhicules d'occasion, on va avoir besoin d'augmenter nos capacités de reconditionnement. Et il est possible qu'on ouvre une autre usine en région parisienne, là où on a également beaucoup de sites commerciaux. Ah ouais. Mais aujourd'hui, la décision n'est pas prise. D'accord. Ça fait partie de la feuille de route et des projets pour les années à venir? Ça fait clairement partie de la feuille de route parce que ça nous aide à résoudre l'équation prix bas et voiture de bonne qualité, cette industrialisation. Il nous faudra donc d'autres sites. Ouais. Donc ça, voilà le programme pour aramisauto.com. Guillaume Paoli, pour finir, vous faites partie des PME de moins de 500 personnes où il fait bon travailler. C'est une fierté? Oui, c'est une fierté parce que il n'est de richesse que d'hommes et aujourd'hui, si on veut atteindre nos objectifs, il nous faut une équipe soudée et c'est pour ça qu'on s'est investi dans ce programme. En fait, c'est un programme d'amélioration continue pour faire en sorte que il fasse toujours bon travailler chez Aramis. Ce qui ne veut pas dire que c'est le monde des bisounours. C'est pas ça la question. Mais ça veut dire que les gens ont le sourire, ont envie de travailler et ont la dynamique pour travailler chez vous. Mais il y a une spécificité? Alors, on a une culture d'entreprise assez forte, avec des valeurs on essaie d'expliquer que Aramis c'est pas une entreprise pour tout le monde. Et une fois et on essaie de sélectionner des personnes qui vont bien se fondre dans l'équipe. Voilà, donc il y a un état d'esprit, il y a une volonté de faire mieux, de se démarquer aussi, en proposant comme ça des véhicules d'occasion. Et puis il y a des créations d'emplois. Et ça, c'est remarquable. Merci beaucoup. Merci à vous, Guillaume Paoli, de nous avoir éclairé sur les projets de aramisauto.com. Merci. Après la voiture, on va parler de moto et de casque avec Moto Blues. C'est juste après la pause. À tout de suite. Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France. Michel Picot sur BFM Business. Et après les voitures, les motos est le leader français de la vente en ligne d'équipements et accessoires pour motos et scooters, enfin pour les pilotes de ces engins. Ça s'appelle motoblues.com et Thomas Tumrel est avec nous. Bonjour. Bonjour Michel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Motoblues.com, c'est un site de vente donc sur Internet. Qu'est-ce qui vous distingue des autres ? Alors en fait, on est leader sur le marché. Aujourd'hui, on a à peu près 50% de part de marché sur Internet. Et ce qui nous distingue des autres, c'est l'offre de produits la plus large du marché aujourd'hui sur le marché européen. Pas uniquement sur le marché français. Donc on a le plus de casques disponibles sur Internet, le plus de blousons, etc. Puisqu'on est leader sur cette partie, l'équipement du motard. Et c'est également le fait que nous soyons omnubilés par la satisfaction client chez Motoblues. Donc on a beaucoup de clients fidèles. On va en parler de la satisfaction client, de la logistique, etc. Parce que vous avez tout interné, il y a toute une stratégie pour essayer d'être le plus précis possible, le plus proche possible de vos clients. Je vais donner quelques dates. Date de création, donc 2004. Vous êtes à Carvin, c'est dans le Pas-de-Calais. C'est bien ça. 22 millions d'euros prévus, de chiffre d'affaires prévu pour 2014. Vous êtes 50 à y travailler et 500 000 clients aujourd'hui. Est-ce qu'on a une idée de ce que pèse le marché de l'équipement et accessoires moto et scooters en France ? Alors, peu de sociétés publient leurs chiffres, mais nous estimons que le marché pèse environ 500 millions d'euros sans la partie véhicule. D'accord. Alors, Moto Blues a grandi très vite. C'est le 10e anniversaire. En 2010 déjà, vous avez racheté le numéro 2 du secteur qui s'appelait Access Moto. Et puis récemment, vous avez acheté le numéro 5, Motoligne, ce qui a fait grossir, bien entendu, le nombre de vos clients, bien entendu. J'imagine qu'aujourd'hui, votre objectif est de consolider cette place de leader sur ce marché ? C'est bien ça. En fait, à chaque fois, c'était des questions d'opportunité. En 2010, on a eu la chance, on était déjà leader sur le marché puisqu'on faisait 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. On venait de passer leader sur le marché, sur Internet. Et on a eu l'opportunité de pouvoir acheter le numéro 2, qui est toujours numéro 2 aujourd'hui, qui s'appelle accessmoto.com. L'objectif, c'était d'offrir une gamme de produits plus large à nos clients, puisque Access Moto nous a permis d'élargir notre gamme, notamment dans la partie équipement de la moto, parce qu'on vend pas que de l'équipement du motard, on vend aussi, depuis le rachat d'Access Moto, tout l'équipement de la moto, des pots d'échappement, des plaquettes de frein, etc. Ouais. Non, ce qui vous permet effectivement de ratisser large, si j'ose dire, voilà. C'est passionné de motard. Je le disais tout à l'heure, au-delà de l'évolution du groupe et de l'évolution du chiffre d'affaires, vous avez fait de gros efforts sur vos sites de vente. Sur le service client, vous l'évoquiez, sur la logistique, sur les services IT, vous avez tout intégré. Quelle est la stratégie justement ? Alors, aujourd'hui, on veut maîtriser l'ensemble de la chaîne chez motoblues.com. L'objectif, c'est, pour nous, la satisfaction client, c'est jour et nuit.
tous les process en interne sont faits pour satisfaire davantage nos clients. C'est pour ça que, par exemple, sur la logistique, on prépare les commandes en moins d'1 heure. Même encore aujourd'hui, on envoie plus de 1000 colis par jour, on arrive à préparer l'ensemble des commandes en moins d'1 heure. Et le service client, par exemple, est internalisé. Ce sont des motards. Donc chez nous, ça s'appelle des motoconseillers. Ils sont formés par nous, par nos marques. Ce sont des spécialistes. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et on a toute une palette de services qui nous coûtent de l'argent. Mais qui sont importants dans la relation que l'on a avec nos clients. La livraison gratuite, le retour gratuit, le paiement 3 fois sans frais, etc. Enfin, aujourd'hui, c'est une règle du jeu ou un passage obligatoire pour la plupart des marchands en même temps. J'aime beaucoup cette idée que vous êtes tous des passionnés de moto, finalement. C'est ça, en fait. On a beaucoup de passionnés moto chez nous. Ouais. Alors, on va parler un petit peu de marketing aussi, parce que c'est ce qui fait un peu votre spécificité. Et sans parler de marketing, on va parler d'abord d'un buzz qui s'est produit au début de l'année 2014. Un cadeau presque qui vous est tombé du ciel. C'est un cadeau. Voilà. Ben, c'est ce fameux casque présidentiel dans ce que l'on a appelé l'affaire Hollande-Gaillet. Le casque que porte le président de la République sur toutes les photos de paparazzi. Il vient de chez vous. Ça a dû vous surprendre, j'imagine, quand vous avez vu ces images, non, la première fois? Oui, en fait, c'est un de nos collaborateurs qui l'a découvert le week-end juste après la publication, qui était le vendredi. Les photos qui ont fait le tour du monde durant le week-end. Et on a vu l'augmentation des ventes significatives ce week-end-là de ce modèle de casque. Et on est tombé en rupture de stock. On a donc fait une lettre pour remercier le président. Et on a été surpris par le buzz médiatique qu'il y a eu autour de ça, puisqu'on a fait quasiment 300 présences médias, toutes les télés, toutes les radios à l'étranger. La télé japonaise est venue dans nos locaux, dans le Pas-de-Calais à Carvin, filmer notre entrepôt. Donc c'était une vraie chance pour la notoriété de motoblues.com et de Dexter, notre marque propre. Alors, on peut valoriser comme on veut, mais il n'empêche, vous avez acheté cette demi-page, je crois, pour faire la lettre au président pour le remercier. Enfin, quand même aussi, avec quelques petits clins d'œil du style, vous y trouverez également des blousons pour femmes, le cadeau idéal pour la Saint-Valentin. Ouais, bon, mais en tout cas, c'était très bien. Si on fait une comparaison, si on essaie de chiffrer, ça veut dire 25 millions de vues et équivalence publicitaire. Ça fera à peu près 1 million d'euros, mine de rien. C'est bien ça. Si on arrive à... Et puis vous avez osé quand même ce casque Dexter. Vous, dans les caractéristiques techniques, vous dites désormais, il y a un champ très particulier, résistant au paparazzi. Non, ça c'est drôle. C'était bien de le jouer là-dessus. Alors le buzz, il n'y a pas que ça qui vous a permis de décoller, j'imagine. Non, puisque on était en très forte croissance avant ça. On l'est toujours, ça s'est accéléré un peu plus. Aujourd'hui, on est à peu près à une croissance de 50% par rapport à l'année dernière. Et donc ça continue. On fait plein de choses pour aller chercher de la croissance, pour satisfaire de plus en plus nos clients, les fidéliser. Mais par exemple, pour aller chercher la croissance, c'est-à-dire vous entreprenez quoi? Aujourd'hui, donc comme je vous l'ai dit, on travaille toujours et encore pour satisfaire nos clients en logistique, au service client. On fait beaucoup de marketing. Mais il n'y a pas pour autant plus de motards, donc ça veut dire qu'il faut bien arriver à les séduire. Il n'y a pas plus de motards et le marché de la moto, notre marché est en décroissance depuis 2 ans. Ouais. Ce qui nous permet d'accélérer aujourd'hui, c'est que déjà les concurrents sont moins forts, les retailers ont subi une crise, ils n'achètent plus de stock, ils n'achètent plus de nouveautés, plus de promotions. Nous on fait tout le contraire, on investit énormément, on a doublé notre stock par rapport à l'année dernière. Et on a plein de projets, notamment donc en France on a l'intention de continuer d'accélérer, donc d'améliorer notre CRM. Aujourd'hui on va investir beaucoup d'argent là-dessus pour s'adresser de façon encore plus personnelle à nos clients. Et on a 2 projets qui nous tiennent à cœur aujourd'hui. Vous allez nous les présenter. Alors c'est l'international. On en parle beaucoup en e-commerce. Aujourd'hui, il y a de nombreuses solutions qui nous permettent de faire du cross-boarding. On n'a plus de problématiques de taxes, de moyens de paiement. En tout cas, elles sont en train d'être levées. Et nous, on a envie de vendre aux clients à l'international. Donc c'est un projet. On va lancer Motoblues à l'international d'ici la fin de l'année.
Vous avez ciblé quelques pays. Quand vous parlez plus de taxes, ça veut dire que c'est l'Union européenne, quoi, déjà dans un premier temps. C'est ça. Oui. Voilà. Donc sur toute l'Europe. On choisira un premier pays. Ouais. Pour l'instant, c'est Top Secret Défense parce qu'il y a des concurrents qui nous écoutent peut-être. Mais on sera en mesure de vous le présenter d'ici la fin de l'année. D'accord. Et le deuxième projet qui nous tient à cœur, c'est la présence physique de motoblues.com. Aujourd'hui, on a envie de pouvoir proposer à nos clients le fait que ils voient un produit sur le mobile, ils puissent aller l'essayer dans un magasin Motoblues ou dans un point relais ou dans un point conseil, peu importe, et de le faire livrer au bureau 3 heures plus tard. On doit s'adapter aux besoins de nos clients et on pense que aujourd'hui le commerce, c'est un commerce global. On parle plus de multicanal, c'est pas j'ai un site e-commerce, j'ai un magasin, c'est vraiment du commerce global. Tout se parle, tout se mélange dans l'unique but de satisfaire les clients en fait. Ça veut dire quoi? Si je comprends bien, ça veut dire qu'il y aura un magasin Motoblues ou en partenaire. Enfin, ça veut dire que moi je veux acheter un casque par exemple, je pourrais l'essayer physiquement dans le magasin. Soit vous l'avez, je repars avec, soit vous l'avez pas, vous me le livrez derrière puisque vous avez relié le site internet et la logistique de vente, c'est ça? Exactement. Ah, c'est malin. Parce que en plus c'est vrai, vous adressez à des passionnés. On s'adresse à des passionnés. Ils ont besoin de toucher, j'imagine, de voir, de tester, non? Tout à fait. En fait, c'est aujourd'hui, on a 5% du marché français. On joue sur un territoire qui représente à peu près 10% du marché. Aujourd'hui, on veut jouer sur 100% du marché. Et donc, c'est pour cette raison qu'on veut aller dans le physique. Ouais. Et ça sera quoi? Vous avez une date là-dessus? Il y a un lieu peut-être? On travaille sur le sujet actuellement. On est en train de recruter des collaborateurs qui vont travailler sur ce sujet. Aujourd'hui, on espère lancer notre premier magasin, si on peut l'appeler comme ça. On ne sait pas encore comment il sera en début d'année prochaine. Dans une ville particulière? Certainement dans le Nord, c'est notre région originaire. C'est pour ça on est des petits commerçants et c'est pour ça. Donc à Lille, quoi, éventuellement. Éventuellement, voilà. Dites-moi comment a démarré cette aventure. Vous-même, je crois, que vous êtes motard et passionné de moto. Non, non, même pas. Non, même pas. Ah, bah c'est drôle ça. En fait, si vous voulez, c'est d'abord une histoire d'amitié. En 2004, j'étais encore en école de commerce à Toulouse et avec mon meilleur ami David Thierry, on avait une folle envie d'entreprendre. C'est vraiment, on a ça au fond de nos tripes et on a eu l'opportunité, en fait. Des amis de notre entourage étaient motards et ils avaient du mal à trouver une offre conséquente dans le retail et il y avait quasiment rien en e-commerce et donc on a saisi notre chance et on s'est dit on va y aller et ça a commencé comme ça en fait. L'histoire de Motoblues c'était en 2004 il y a 10 ans et aujourd'hui donc on est 60 collaborateurs. On a recruté 10 personnes depuis que vous avez eu les informations et on recrute actuellement encore 10 nouveaux collaborateurs. D'accord. Donc c'est bien, on s'éclate. Bah ouais, et vous êtes mis à la moto finalement ou pas? Pas encore. Pas encore, il faut s'y mettre alors. Mais on a 90% des gens qui bossent chez nous qui sont motards. J'imagine. En tout cas, pour arriver à un tel succès, et puis surtout pour fidéliser des passionnés, parce qu'ils sont très exigeants, je veux dire, vous n'avez pas droit à l'erreur, quoi, pour faire simple. Hein. On n'a pas le droit à l'erreur, surtout pour leur sécurité, ils sont exigeants, et donc on se doit de proposer le meilleur service, les meilleurs produits pour nos clients. Ça se passe donc sur motoblues.com, et on vous donnera beaucoup plus de précisions, si vous le voulez bien, sur notre blog businessclubdefrance.com, motoblues.com, c'est avec un Z à la fin. Hein. Thomas Tumrel, merci beaucoup. Merci beaucoup Michel. De nous avoir présenté cette entreprise. Après les infos, reportage chez Devialet. Devialet qui a inventé une technologie audio haute précision. C'est unique au monde. Business Club de France, impression d'entrepreneur avec Le Figaro et en partenariat avec HP. Michel Picot sur BFM Business. De retour dans le Business Club de France, vous en avez pris l'habitude désormais, nous partons chaque semaine visiter des entreprises pour mieux recueillir les impressions des entrepreneurs. Et cette semaine, nous sommes à Paris pour découvrir Devialet. Ils fabriquent des amplificateurs de son très haut de gamme et si la technologie est unique au monde, le design de leurs appareils est lui aussi particulièrement soigné. Un reportage sur place, Fabrice Schlosser. Une entreprise française est en train de révolutionner l'industrie du son. Il s'agit de Devialet. Cette PME a en effet inventé une technologie audio baptisée ADH, analogique digital hybride, une technologie unique au monde. Quentin Sagnier, directeur général de Devialet. C'est unique au monde parce que c'est vraiment une nouvelle classe d'amplification. C'est-à-dire on a changé la façon dont on amplifie le son. Pour la première fois, quand vous amplifiez du son, vous n'avez pas de distorsion et pas de bruit. Et ce que vous entendez, c'est vraiment ce qui a été enregistré. C'est-à-dire vous avez l'impression d'avoir l'artiste dans votre salon. 10 ans de recherche ont été nécessaires pour mettre au point ces amplificateurs. 61 brevets ont été déposés. Et l'innovation est toujours au cœur de la PME, dont l'équipe de R&D est composée de 35 personnes. Il faut dire que chez Devialet,
on a une approche scientifique, comme nous l'explique Quentin Cernier. Pour faire le meilleur amplificateur du monde ou inventer une technologie, vous pouvez avoir une approche empirique en vous disant bien qu'à un moment ou à un autre, vous allez tomber sur la solution idéale. Et puis vous avez l'approche scientifique qui consiste à partir des problématiques de base. C'est quoi le son? Quels sont les problèmes qu'on rencontre quand on veut amplifier du son? Et puis scientifiquement de résoudre un à un tous les problèmes qui peuvent se présenter. C'est des simulations. Donc c'est du calcul, donc c'est des schémas, c'est prototypé, etc. Autre point fort, le design des amplificateurs de Vialet. Des objets magnifiques, mais pourquoi y avoir consacré autant d'attention? En fait, le design, il doit sublimer la technologie, c'est-à-dire d'une certaine façon faire disparaître la technologie, et en même temps, il raconte ce qu'il y a d'extrême dans la technologie. Ce qu'on voit, c'est pas un produit technologique, c'est un produit beau, vous avez envie de posséder. Aujourd'hui, De Vialet vend dans 50 pays. Leurs produits audio haute précision font partie des appareils très haut de gamme, les plus vendus dans le monde. Les prix se situent entre 4 990 et 22 900 euros. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans le Business Club de France, impression d'entrepreneur pour parler aujourd'hui de technologie de pointe, de design et surtout de l'art et la manière d'arriver à un résultat exceptionnel comme vous avez pu le voir ou l'entendre dans notre reportage sur De Vialet. Ils ont su combiner avec succès technologie et design. Pour en parler, notre invité aujourd'hui, Patrick Navot. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez PNDI, qui est une agence de design. Que faites-vous concrètement ? Concrètement, nous prenons en charge le développement de produits de A à Z pour des startups ou des grands groupes en leur apportant toute l'expertise en termes d'esthétique, de positionnement commercial du produit sur le marché et en leur apportant des solutions techniques pour transformer les idées, les concepts en réalité industrielle. Ouais, ça veut dire que dans cette transformation, vous tenez compte de l'outil industriel pour produire ensuite cet objet. L'essentiel, c'est d'identifier la plupart du temps au départ effectivement l'outil, parce que notre métier, c'est pas de faire des beaux dessins ou de simplement rendre des choses en 3D, c'est de vraiment arriver sur le marché en apportant des produits qui vont aller sur des linéaires. Donc il faut effectivement, en fonction de la demande et du cahier des charges, identifier quels sont les outils, quelquefois être même créatif dans cette part de recherche et disons de sourcing d'outils nouveaux et les combiner ou les recombiner ou les combiner de façon de nouveau créative de telle sorte à pouvoir innover et apporter de la nouveauté sur des marchés qui sont aujourd'hui très où il y a beaucoup de produits qui arrivent chaque année. Et c'est justement là-dessus, ça m'intéresse. Comment travaillez-vous? Est-ce qu'il y a une griffe, Patrick Navot? J'imagine que tout part d'un cahier des charges. Là, il est strict, on n'a pas le choix. Ensuite, il faut une idée et c'est là où vous intervenez. Ensuite, vous le disiez tout à l'heure, c'est de la 3D, c'est de la simulation jusqu'à la validation définitive du produit. Alors, effectivement, on peut voir la démarche de cette façon-là. La réalité, est un peu moins conceptuelle. En réalité, aujourd'hui, les PME, dans l'ensemble, ont l'idée. En fait, ils arrivent avec déjà un concept ou une technologie. Donc, le marché est identifié. C'est-à-dire qu'ils savent à qui ils vont vendre le produit, ils savent même un petit peu ils ont déjà fait un business plan, business model, donc ils savent précisément en fait où est-ce qu'ils veulent aller. La difficulté qu'ils ont, c'est qu'ils ont par exemple de l'électronique, prenons cet exemple-là, qui est constitué de cartes, prototypes, et qui n'ont aucun habillage. Donc comment transformer cette technologie, qui peut être une technologie de pointe par exemple, qu'on va passer en grand public, ça c'est un cas classique, qui peut être une technologie où l'habillage a été complètement dépassé par d'autres concurrents qui ont proposé des produits beaucoup plus sexy par exemple. Ça peut être ce genre de choses, ou simplement l'adjonction de nouvelles fonctionnalités sur leurs produits. Ouais. Quelquefois, il y a bien sûr des produits où on part de A à Z, où il y a tout à faire. Ça arrive de temps en temps. Mais la réalité, c'est que c'est quand même assez rare. Votre source d'inspiration, c'est quoi? C'est la rue, c'est les gens, c'est quoi? Vous êtes un créateur aussi, quelque part. C'est un créatif, même. C'est un métier, je pense, un petit peu au métier pour les acteurs ou ce genre de métier-là, c'est des métiers d'éponge, ça c'est sûr. Le premier outil de travail, c'est d'observer les gens, de s'interroger sur leur façon d'être, sur leur façon de se comporter, de savoir se mettre dans la peau des gens. Ouais. C'est-à-dire de se mettre à leur place et d'envisager tous les moments de la vie du produit, aussi bien les aspects fonctionnels, le moment où ils vont l'utiliser, mais aussi les moments où ils vont, pourquoi pas s'en débarrasser, ou même au moment où ils vont l'acheter. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des tendances dans le design ? Bien sûr qu'il y a toujours des tendances, il y a des tendances lourdes dans le design qui sont un petit peu sectorisées. On va avoir des tendances qui correspondent au secteur dans lequel le produit existe. Vous prenez par exemple les tendances dans le sport.
vous allez avoir des tendances qui sont variées en fonction des tribus qui utilisent ces produits. Vous n'avez pas les mêmes. Vous avez des tendances, mais c'est des tendances qui sont différenciées entre, par exemple, les skieurs freeride et les gens du skateboard ou autre. À quoi le design peut-il servir finalement? Est-ce que c'est obligatoire? Alors, ce qu'il faut identifier, particulièrement pour les PME, si on le regarde de ce point de vue-là, c'est qu'il n'y a pas le design. En France, on a tendance à dire le design. Pour moi, si vous voulez, il y a 3 formes, il y a 3 étapes. Il y a le stylisme, il y a le design produit et il y a le design industriel. Ces 3 secteurs qu'on peut d'ailleurs retrouver, des grandes entreprises nationales d'automobile, par exemple, ont bien en interne différents départements qui correspondent à chacun de ces 3 métiers. Le styliste, ça va être la personne qui va s'occuper des tendances, qui va s'occuper de donner des grandes lignes pour le futur. C'est de la recherche. Il ne se préoccupera pas de la réalité de fabrication et de ce genre de choses. Le deuxième aspect, c'est le designer produit. Lui, il va être totalement concerné par la cible. C'est-à-dire à qui s'adresse le produit, dans quelles conditions il va être vendu, sous quelle forme il va être vendu, parce que quand un produit est vendu par un écran, que le commercial c'est un écran, il y a intérêt que le design explique le produit, par exemple. Donc on peut mettre des enjeux autres que l'esthétique dans un produit. Ça, c'est le rôle du designer produit. Et le troisième rôle qu'il y a pour un designer, c'est le designer industriel, qui lui doit transformer en réalité industrielle le produit en respectant le cahier des charges qu'a produit le designer produit, si vous me suivez. C'est-à-dire que il doit il doit comprendre les codes esthétiques et la volonté esthétique et fonctionnelle qui a été développée, l'ergonomie, ces choses-là, et il doit l'adapter, la réadapter de telle façon à ce qu'elle soit produisible à un coût qui est visé. Donc ça, c'est le troisième métier du design. Pour les PME, il s'agit évidemment, si elles veulent faire du développement de produits nouveaux, d'identifier quel est leur besoin. Oui, mais enfin, il n'empêche, le beau fait vendre, non, quand même? C'est sûr que le beau fait vendre, mais le beau est relatif. C'est-à-dire que en réalité, il y a des produits qui arrivent à être consensuels, bien entendu, et ça c'est l'acmé, je dirais, de notre métier. Maintenant, le marché n'est pas fait que de ces produits phares qui résonnent dans notre esprit quand on pense design ou quand on pense produit. Il y a aussi des secteurs qui sont quelquefois un petit peu moins glamour, hein, mais on vend aussi des toasters, on vend aussi des fours à micro-ondes, on vend aussi des produits de cette nature-là, tout ce qui est le blanc. Et là, le design va raisonner, doit être une caisse de résonance de la technologie, la qualité perçue par exemple, qui est un élément très important. Ça rejoint ce que disait dans notre reportage Quentin Sagnier, le patron de Devialet. Lui, il parlait de cette importance du design parce qu'il nous disait tout simplement que émotionnellement, le design racontait une histoire, apportait aussi un plaisir qui ne se mesure pas, mais c'est un plaisir pour le consommateur. C'est un plus quand même pour les ventes. Évidemment. Quand le consommateur se sent à l'aise avec un produit parce qu'il s'y retrouve, parce qu'il s'y reconnaît, parce que c'est quelque chose qui appartient à son univers, parce que il se sent comme ça peut devenir un accessoire pour lui. Donc quand on est dans ces perspectives-là, on sait que un grand pas est fait vers la vente. On le sait très bien. J'ai 2 petites questions encore. Est-ce qu'en France, les entreprises sont conscientes de l'importance du design? Est-ce qu'elles l'utilisent? Alors, en France, les entreprises sont maintenant conscientes du design. C'est relativement récent, au regard des pays anglo-saxons, par exemple. Je pense qu'il y a encore un problème d'identification des besoins en design. C'est-à-dire que, un petit peu tel que je l'ai expliqué avant, tout est un peu confus dans leur tête et malheureusement, ils vont quelquefois se retrouver avec ce que j'appelle un peu méchamment des beaux dessins qui ne sont pas exploitables. C'est-à-dire que sur une démarche design, quand vous prenez les 3 moments dont je parlais précédemment, en fait, plus vous avancez dans le produit, plus vous avancez dans son développement et plus il est beau et bien fini. Voilà. Alors la difficulté, c'est effectivement de faire une démarche qui est complète, avec aussi du suivi entrepreneurial, par exemple, avec le designer qui va dans les usines, fait du contrôle, voilà. Si on peut le faire, quoi. Voilà, parce que évidemment, en fonction du prix, vous allez avoir des petits arbitrages à faire qui vont influencer l'esthétique. Non, mais c'est curieux parce qu'on est quand même dans le pays du luxe, des grandes marques.
Et nos industries n'utilisent pas, parce que ça coûte pas très cher finalement de faire designer un produit. Enfin, vous allez me dire, ça dépend quoi, mais voilà. Non, c'est pas une démarche qui engage des investissements extrêmement lourds. Par contre, c'est une démarche qui peut rapporter pour plusieurs raisons. La première raison, évidemment, vous l'avez dit avant, c'est les gains en termes de vente par le fait de trouver un public, de permettre au produit de trouver un public, mais de façon aussi plus discrète, je dirais, aussi d'avoir un produit qui est parfaitement adapté à votre outil de fabrication, par exemple. C'est-à-dire que quand un designer respecte un outil de fabrication, jongle avec ce que vous avez en interne, évidemment, vous allez faire des économies d'échelle qui, là, par contre, sont très importantes. Vous travaillez sur quoi actuellement? On terminera là-dessus. Actuellement, je travaille sur plusieurs projets, sur des produits de massage, de relaxation, sur un robot très innovant, un vidéoprojecteur sur roue qui se promène dans la maison. Je travaille sur des combinaisons de protection pour l'action sport, pour le motocross et d'autres produits. Donc ça veut dire que les Français commencent à s'y mettre, que les entreprises commencent à s'y mettre au design alors. J'espère. Merci beaucoup. Merci Patrick Navot, designer. Merci de votre participation. Merci. Dans un instant, on parle de plastique réalisé avec des algues bretonnes. C'est un produit révolutionnaire. À tout de suite, juste après la pause. Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France. Michel Picot sur BFM Business. Je ne sais pas si vous le savez, mais on l'appelle souvent le 7e continent. Vous savez, il s'agit de ces 5 grandes zones, des zones gigantesques dans différents océans de la planète où s'accumulent les déchets plastiques aspirés par les courants. Ces plastiques se concentrent dans ces zones et la plus grande de ces zones, elle est dans le Pacifique, elle s'étend sur 3,4 millions de kilomètres carrés. C'est 6 fois la surface de la France. D'ailleurs, une nouvelle expédition étudie actuellement une de ces zones dans l'Atlantique Nord. Juste pour savoir également que 41 kilos, c'est la quantité de déchets plastiques produits par habitant chaque année en France. Sachez également que 10 000 animaux marins meurent chaque année à cause du plastique et que 80% c'est la proportion de déchets non recyclés dans notre pays. Enfin, si vous le savez peut-être pas, mais une bouteille plastique mettra 400 ans à disparaître, à se biodégrader. Passez-moi l'expression, le verbe est pas très joli. Si on inventait un plastique, mais qui lui serait biodégradable en une bonne semaine, on va le dire comme ça, un plastique 100% végétal, il existe. Et c'est vous qui l'avez mis au point, Rémi Lucas. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président d'Algopac, créateur de ce plastique 100% végétal. Il ne contient pas de dérivés chimiques, il ne contient pas de dérivés du pétrole. Et il a les mêmes propriétés mécaniques qu'un plastique classique, si j'ose dire. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, le plastique Algopac à base d'algues est vraiment 100% issu de matière végétale et on est allé plus loin puisque la matière est issue 100% de déchets industriels d'algues. Donc il n'y a aucun adjuvant chimique et la matière se comporte comme un plastique et on a les caractéristiques très très proches de certains plastiques. Ouais. Ces algues que vous récupérez, c'est ça, tout simplement, sont transformées en granules. On va pas dévoiler le secret, je le connais pas d'ailleurs. Mais c'est juste pour comprendre un petit peu la démarche de ce plastique. À partir d'algues, on a un peu de mal à voir comment on peut faire à partir d'algues, on a du mal à voir comment on peut faire un plastique. Alors en amont, l'algue est une ressource très très vertueuse puisqu'elle ne consomme ni pesticides ni engrais pour grandir. Alors nous, on milite pour le développement de l'algoculture, c'est-à-dire la culture des algues en mer, donc où on part de l'écloserie et on fait pousser les algues sur des bouts en mer. Ensuite, ces algues sont utilisées dans l'industrie, telles que ce qu'on appelle les extracteurs. Donc, il y a une société à côté de Saint-Malo qui s'appelle Codif, qui est spécialisée dans cette extraction à destination, entre autres, du cosmétique. Et donc, nous, on récupère les déchets et on en fait une granule qui est identique au plastique et se transforme dans les mêmes conditions que le plastique, sauf qu'elle consomme moins d'énergie à sa fabrication et qu'en fin de vie, la matière disparaît très vite, elle est compostable et en fin de vie, elle est vertueuse puisqu'elle apporte un engrais à la terre, donc c'est du berceau à la tombe. Biodégradable en combien de temps? J'ai dit une semaine tout à l'heure, c'est ça à peu près? Alors elle est compostable, elle disparaît complètement, elle peut disparaître en quelques heures où on peut améliorer la perméabilité à l'eau. Et donc la matière peut tenir une semaine, 2 semaines avant de disparaître. C'est-à-dire que s'il y a... alors, j'ai horreur de ça, ne jetez pas de sac plastique, ça m'énerve. Mais si par malheur un sac plastique s'envole et il tombe dans une forêt, lui-même, en quelques jours, il disparaît.
Alors on fait pas encore de sacs plastiques, mais les produits que l'on fait, oui, en quelques jours, ils disparaissent et ils apportent un engrais naturel, puisque historiquement, l'algue servait comme fertilisant naturel au siècle précédent. Combien de temps avez-vous mis pour mettre au point ce nouveau plastique? Quelques années, on va dire. J'ai commencé à réfléchir en 2000. J'ai créé mon entreprise en 2010. Donc de 2000 à 2010, j'ai travaillé dans mon garage afin d'isoler les principales molécules. Et en 2010, j'ai créé Algopac à Saint-Malo. Et aujourd'hui, nous sommes installés dans notre pilote industriel à Saint-Malo. Ouais, alors les affaires commencent, si j'ose dire, aujourd'hui. Juste une petite parenthèse, lorsqu'on a une invention comme celle-ci, qu'on a créée, quand on va voir un investisseur, ça se passe bien? Je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui viennent ici, qui ont de très très belles inventions, et qui me disent, bien souvent en France, les investisseurs attendent de voir. Parce qu'ils sont toujours un peu inquiets lorsqu'il y a quelque chose. Mais là, vous avez inventé quelque chose de révolutionnaire quand même. Comment ça s'est passé? On est bien accompagné en termes d'investissement et on n'a pas eu beaucoup de mal à trouver les investisseurs, dont la famille Meuriot, qui possède un fonds familial breton, qui nous a accompagnés dès le début et qui a investi depuis 2010 1,5 million d'euros dans l'entreprise. Ouais, en tout cas, c'est formidable ce que vous avez en main. Vous aviez déclaré, je retrouve dans Ouest France, nous sommes un petit poussé, mais nous sommes leaders sur notre marché. Oui, nous sommes la première et la seule entreprise au monde à maîtriser la technique, à posséder les brevets et maintenant à commercialiser la matière et à la produire en France. Ouais. Il y a des clients, là j'ai des jetons, vous savez pour les caddies dans les supermarchés avec le logo Leclerc, on peut le citer, ils font partie de vos clients, ça fait partie, ça y est, ça commence à venir? Oui, le premier magasin à changer ses jetons de caddie a été le magasin Leclerc de Bayeux en Normandie. Donc les clients, on peut dire que l'innovation Algopac a rencontré ses clients et aujourd'hui on a beaucoup de demandes. Ouais. Alors bon, justement, par rapport à ces demandes, quel est l'avenir, quelle est la feuille de route? Parce qu'aujourd'hui le produit existe, il a fait ses preuves, il est remarquable, il peut changer beaucoup de choses quand même, que ce soit dans notre approche aux matériaux, mais surtout dans le respect environnemental. Hein. J'évoquais quelques chiffres au début de cet entretien. Voilà, vous en êtes où? Aujourd'hui, on a installé un pilote industriel à Saint-Malo sur une surface de 750 mètres carrés. Donc ce pilote va pouvoir atteindre l'objectif qui est certain d'être atteint de 800 000 euros de chiffre d'affaires l'année prochaine. Oui. Et ensuite, on passera au second étage de la fusée en augmentant les capacités de production et en étendant les investissements sur 5 ans à hauteur de 10 millions d'euros. Ah oui, donc ça va aller très très vite là dans les toutes prochaines années. Aujourd'hui, ce que vous appelez le pilote industriel, c'est ça, hein, le terme, ça veut dire que vous fabriquez vos premiers objets en plastique. Parce que, juste pour rappel à nos auditeurs, c'est que votre plastique peut servir à faire des bouchons, enfin, à faire pratiquement tout ce qu'on veut, hein, faut être très clair. Mais aujourd'hui, vous fabriquez quoi concrètement? On fabrique ce qu'on appelle des panneaux de signalétique, donc qui remplacent les panneaux en PVC. On fabrique des pots horticoles. Oui. On fabrique des jetons de caddie. Notre plan de développement est axé sur 4 principaux produits, parmi lesquels les pots horticoles, les jetons de caddie et les plaques de signalétique. Ça, c'est réparti du premier étage de la fusée. Et en parallèle, on travaille avec de très grands groupes internationaux sur des développements qui permettent d'avoir une visibilité du business à plusieurs années, d'où l'investissement de 10 millions d'euros pour augmenter la capacité de production. Ouais. D'autres pays sont venus vous voir, se sont intéressés à votre invention? Il y a un certain engouement au niveau international. Hein, ça va de l'Inde aux États-Unis, en passant par le Québec. L'innovation est reconnue mondialement maintenant. Oui. Oui, mais parce que c'est énorme. Vous êtes seul au monde à avoir inventé ce plastique à base d'algues, ce qui est incroyable. Si on fait, vous m'avez évoqué effectivement la feuille de route là dans les prochaines années, tout va s'accélérer très très vite. Ça veut dire que création d'emplois, j'imagine. Ça veut dire mise en place d'une logistique particulière. Voilà, il y a tout ça à créer autour du produit. Oui, il y a toute une stratégie industrielle de développement. Les emplois en font partie. Donc, on a prévu de commencer avec 9 personnes dès l'année prochaine, dès septembre en fait. Et puis, pour passer à 5 ans, à une trentaine de personnes. Et bien sûr, autour de ça, il y a toute une logistique, toute une structuration industrielle, financière, pour l'accompagnement du projet industriel. Ouais. Peut-être des sacs plastiques un jour ? Je vous dis ça pourquoi ? Parce que j'ai appris en préparant ce rendez-vous que 90% des sacs plastiques utilisés en France venaient de Chine. Et je me suis dit, et si on n'était pas capable de fabriquer des sacs plastiques dans notre pays, biodégradables, il y aurait déjà le transport en moins venu de Chine, ça serait aussi créateur d'emplois dans notre pays, pas faire du patriotisme à 2 francs, là, si j'ose dire, mais vous voyez ce que vous y pensez ? J'y pense ou on me le fait penser,
J'imagine. Pas plus tard qu'hier, on a eu une demande d'un intervenant majeur pour travailler sur ce sujet, donc on va s'y mettre. Ouais. Ah ben voilà qui est dit. Alors devant moi, et on le mettra sur le blog pour que vous le voyez bien, j'ai un petit pot. Ce sont des pots horticoles, c'est ça. C'est-à-dire qu'on y met une plante dedans. Et ce pot a l'avantage, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de le dépoter, si j'ose dire, pour le planter ailleurs. On met directement le pot dans la terre. C'est assez innovant. La plante pousse. Le pot est donc biodégradable rapidement. Il nourrit la plante en même temps. C'est vertueux. Et il nourrit la terre. Et ça, c'est vous qui l'avez. Ça va se développer aussi? Oui. Il y a une très très forte demande sur ces pots, puisque là, on vient remplacer totalement le plastique. Oui. Et donc, voilà, on n'a plus besoin de dépoter. C'est-à-dire, on va mettre carrément le pot avec sa plante à l'intérieur. C'est un distributeur qui est venu vous voir pour ce type de produit? Là, je peux pas parler pour l'instant. Vous pouvez pas parler pour l'instant. En tout cas, ça veut dire que ça va se développer. Oui. C'est quelque chose qui va se développer. Vous pensez à d'autres produits comme ça, pas forcément sur une commande, mais quelques autres choses que vous pourriez faire à partir de ce plastique à base d'algues, je le rappelle, 100% végétal. Le plastique nous entoure, donc le champ des possibles concernant ce matériau est très très important, mais pour l'instant on doit se focaliser sur des applications qui nous permettent de faire monter en puissance l'entreprise. Oui. Mais les applications sont très nombreuses. Si on regarde autour de nous, le plastique nous entoure, le micro, il y a du plastique, les chaises sont en plastique, les gobelets sont en plastique. Donc le champ des possibles est assez large. Donc ça veut dire que j'imagine que vous cogitez en permanence sur tout ce qui pourrait être fait et développé. Comment, lorsque vous présentez ce produit, j'imagine qu'il est bien reçu, les gens sont sensibles, non, à cette démarche-là, parce que là, c'est du concret, c'est pas du gadget, pour être très clair. J'aurais tendance à dire qu'on fédère. On fédère pas mal de monde, Bon, en tout cas, c'est une très très belle invention. Je suis très contente de vous avoir accueilli pour la première fois, Rémi Lucas, dans cette émission. Vous êtes le président d'Algopac et c'est vous qui avez créé ce plastique 100% végétal. Et puis l'avantage, les algues, il y en a tout le temps. Alors les algues, risque de pénurie là-dessus. Les algues, il y en a pas tout le temps. La récolte est contrôlée. C'est pour ça que on milite pour le développement de l'algoculture, donc de la culture en mer. Il y a des projets bretons en croissance sur cette filière. Mais enfin, bon, c'est pas comme le pétrole qui à terme, on va se poser la question. Voilà. Donc des algues, vous en trouverez pour fabriquer ce plastique. J'espère vous revoir prochainement dans cette émission, si vous êtes d'accord, pour que vous nous racontiez un petit peu comment les choses ont évolué. Mais je pense que vous allez grandir très très vite. Merci beaucoup de votre visite. Merci de votre accueil en tout cas. Merci. Comme d'habitude, on vous en dit plus sur ce sujet, Algopac, mais sur les autres, c'est sur notre blog businessclubdefrance.com. Merci de votre fidélité.